salue de nouveau. Nous allons continuer notre cours de hier, que nous allons compléter par une réflexion approfondie sur le pessimisme littéraire, sur quelques auteurs qui présentent les grands noms de la poésie française, notamment Baudelaire, Cioran, voilà. Et nous allons terminer notre cours, donc que nous allons commencer par une petite révision de ce qui s'est passé hier. Permettez-moi de saluer M. Pitavich et surtout d'adresser mes remerciements à M. Rebol qui a eu la gentillesse d'enregistrer donc le cours d'aujourd'hui. Merci et je laisse le pupitre à notre cher collègue Tom Soulage. Alors bonjour chers collègues, chers amis. Écoutez, avant qu'on commence, il faut que je vous pose la question. Est-ce qu'il y a eu des malentendus hier? Est-ce que les concepts, les notions que j'ai utilisées, est-ce qu'ils étaient plus ou moins clairs? S'il vous plaît, parce qu'écoutez, je dis toujours, ce n'est pas un monologue. Je connais ces détails plus ou moins, mais j'aimerais bien vous engager vous-même. Et surtout, moi, je ne vais pas me lancer dans ma propre philosophie. J'aime pas les gens les grands flatteurs. La flatterie, vous connaissez la flatterie chez Molière, surtout, mais également chez La Rochefoucauld et les autres. Les gens qui vous flattent toujours, ça c'est des mauvais gens. Donc méfiez-vous des gens qui vous flattent. Hein. Ça, les pires amis, les pires ennemis, si vous voulez, c'est les gens qui vous flattent beaucoup. C'est pour cette raison que j'exige toujours chez mes étudiants qu'ils me posent des questions critiques. Parce que, écoutez, si j'étais à votre place maintenant, si j'étais dans votre peau, vous comprenez, si j'étais dans votre peau, dans votre corps, je me poserais la question automatique quand j'étais étudiant. J'avais toujours des problèmes avec mes professeurs, parce que je pense que je suis non-conformiste, quoi. Et puis, j'ai voulu savoir pourquoi tel et tel professeur insiste sur tel et tel ouvrage. Quels sont ses motifs, quels sont ses mobiles? Bien entendu, enfin, vous devez vous poser la question pourquoi Sunitch, tel gars, est fou, si vous voulez, pourquoi il renchérit toujours sur Corneille, sur Cioran ou Cioran, ou sur La Bruyère, pourquoi il a choisi? Est-ce qu'il y a quelque chose à son fort intérieur chez Sunitch qui le provoque, qui le fait, qui nous fait le bombarder avec ces auteurs au lieu de choisir quelqu'un d'autre. Écoutez, je vous dis ouvertement, que ce soit avec le professeur Bochten-Turk, que ce soit avec les autres professeurs, avec des grands professeurs, des grands académiciens, on tente toujours d'être un peu subjectif. Écoutez, bien entendu, il y a des auteurs que j'aime bien, que j'aime mieux, il y a des auteurs que je préfère aux autres. Et, écoutez, je vous dis ouvertement, peut-être c'est mon désavantage, peut-être c'est ma faiblesse. Bien sûr que j'aime Baudelaire, parce que j'ai grandi avec Baudelaire, même quand j'étais hippie, vous savez, quand j'étais votre âge, 1970, je suis parti en Inde, par autostop, je n'avais aucun sou dans ma poche, et bien écoutez, j'ai grandi, c'est pour cette raison que je me suis décidé, merde, maintenant je vais apprendre la langue française pour pouvoir lire Baudelaire en original. Écoutez, ça, chacun a sa folie, moi j'avais ma folie en moi-même. Et même aujourd'hui, quand je lis Cioran, c'était roumain, ce que j'adore ce gars-là, c'est surtout son style, parce qu'il a un style impeccable, raffiné, et puis j'admire bien le lire. Par contre, il y a des gens, même parmi vous, qui aimaient bien, je ne sais pas, Victor Hugo, il y a des gens qui préfèrent peut-être, je ne sais pas quel auteur vous étudiez maintenant. Donc chacun son choix, mais j'insiste, je répète, s'il vous plaît, posez-moi la question critique, même provocative, s'il y a des malentendus quelconques, même s'il y a des malentendus en ce qui concerne la subjectivité, dans l'approche de ces auteurs, veuillez lever votre main, veuillez m'interrompre. Donc, juste une petite conclusion. Nous avons fait une ligne de démarcation, si vous permettez, entre les auteurs tragiques, comme Corneille, bien sûr, et les auteurs pessimistes, entre guillemets, comme La Bruyère, et nous avons bien sûr plus tard La Fontaine et les autres. Donc le XVIIe siècle en France, c'était un siècle tout à fait particulier. N'oubliez pas, nous avons la guerre civile, la guerre de 30 ans, plus tard la guerre turque,
l'Europe centrale. Donc c'était une époque assez malsaine, une époque assez d'état d'urgence. Ce n'était pas une belle époque. Bon, alors qu'on trouve dans le caractère de Corneille une volonté de vivre. Ça, c'est quelque chose que vous devez retenir, une fois pour toutes. Une volonté de vivre. Bien sûr, dans le sens du tragique, mais une volonté de vivre, même une volonté de puissance politique. En ce qui concerne les écrivains pessimistes, on est plutôt témoin de quoi? Une résignation, un mal de vivre. Vous connaissez le terme, le mal de vivre. Le mal de vivre. On va le marquer avec une crème. Le mal de vivre, c'est un terme qu'on rencontre très souvent. Ça, c'est le tableau ici. Écoute, que je Ça, c'est la table. Non, c'est pas grave, c'est pas. Le mal de vivre, on trouve cette tournure, cette loque. auquel je n'ai pas pensé. Oui. Il n'y a pas de... On peut écrire ici. Non, il faut... Bon, non, c'est pas grave. Non, c'est la table que... Donc, le mal de vivre, ça c'est une tournure, une locution qu'on trouve très souvent en France littéraire, même aujourd'hui quand vous lisez Le Monde ou les journaux, les différents journaux littéraires, vous trouvez l'expression le mal de vivre. Comment dire en français? Weltschmerz. Vous connaissez le Weltschmerz? Les Allemands disent Weltschmerz. Donc, c'est les gens qui ne sont pas forcément suicidaires, qui pensent à se flinguer, à se tuer, à se jeter une balle dans la tête, mais c'est les gens qui sont quand même résignés, comme Baudelaire, par exemple. Et avant Baudelaire, 2 siècles avant, nous avons bien sûr La Bruyère, un gars très sensible, un aristocrate mais très sensible, même quand vous regardez son portrait, c'est un gars très beau d'ailleurs, enfin un peu efféminé dans son trait de visage, mais un gars qui avait des difficultés à se implanter, à se associer avec cette cour corrompue de Louis XIV, à cette décadence, cette société dégénérée, des aristocrates, des faux culs. Vous comprenez le terme d'hier, enfin je m'excuse, c'est un terme qui est un peu vulgaire, mais on l'utilise en France. C'est pas vulgaire, vous pouvez le dire même aujourd'hui en France, mais gardez-vous quand même, ne l'utilisez pas trop. Les faux culs, on dit en France, surtout des faux écrivains, c'est des faux intellectuels qui aiment bien se promener à TV4, sur TV4, sur Arte, vous connaissez l'Arte, bien sûr. C'est les gens qui sont très médiatisés, vous connaissez le terme médiatisé, comme Glucksmann, comme B.H. Lévy, comme tous ces grands intellectuels qui prêchent la morale, la moraline, le nouveau terme qu'on utilise en France beaucoup, la moraline. Faire de la moraline, c'est quelqu'un qui vous prêche toujours, vous devez faire ça, ça, ça. Ça, c'est des faux culs, ça, c'est des hypocrites. Aujourd'hui, nous allons parler des hypocrites. Alors, mais juste avant cela, il faut que je vous dise encore quelque chose sur Corneille. Chez Corneille, le deuxième point qu'il faut certainement retenir, ça c'est la petite conclusion, bien sûr, il a fait un très joli mélange, une mixture, si vous voulez, entre la grâce chrétienne et le défi gréco-romain. Je m'explique. Écoutez, même si vous parlez aujourd'hui, je ne vais pas vous blesser vos sensibilités, mais si vous parlez avec les catholiques, ils n'aiment pas tellement le terme destin, Sudbina. Même ma grand-mère, quand on lui parle, elle était très chrétienne, quand on lui parle de Sudbina, ça c'est quelque chose de païen. Alors le destin, c'est un terme qui est très fort, qui était très ancré dans l'héritage gréco-romain, destin. Or, d'autre part, nous avons quoi? Nous avons les catholiques ou les chrétiens qui utilisent le terme la providence et la grâce divine. Providence, Božja, une grâce, ne cherchez pas en croate. Milost. Ça, c'est le terme que les catholiques, les écrivains catholiques, par exemple Bernanos, vous connaissez Peggy, voilà, les écrivains tragiques, mais en même temps très catholiques, utilisent fort souvent. Donc, s'il vous plaît, faites attention. Hein, la grâce divine et la rédemption chrétienne resurface, fait jour, refait jour, très souvent dans les ouvrages de Corneille. Et il a fait vraiment une très belle combinaison entre l'héritage gréco-romain, donc pré-chrétien, païen si vous voulez, avec
la grâce divine catholique. C'est ça ce qui est ce qui est typique pour Corneille. En quelque sorte également pour Racine, qui était également plus pessimiste que lui, qui également emprunte à l'héritage grec. Or, chez les pessimistes, c'est rarement le cas. Donc vous pouvez dire, je m'excuse, mais je vais vous dire, les pessimistes sont des gens, donc ils peuvent aller à l'église, ils peuvent professer leur religion catholique, mais ils sont plus ou moins, plutôt ils ont une tendance, ils sont inclins vers l'athéisme, si vous voulez, ou vers le nihilisme. Comme les auteurs qu'on va passer à la revue, bien sûr, La Fontaine, qui était un homme très pessimiste, La Rochefoucauld, donc tout ça c'est le XVIIe siècle. Ils étaient officiellement, ils avaient professé leur foi catholique, mais en même temps ils étaient très, très critiques vers le clergé et même vers une certaine conception du monde qui n'était pas en phase, comme on dit, qui ne correspondait pas à l'esprit du temps d'une France qui était profondément catholique. On peut presque dire à la France de Louis XIV, et même avant, c'était un pays fondamentaliste, enfin catholique fondamentaliste, intégriste presque. Bon, écoutez, juste pour passer 1 minute, 2 minutes, Sina, j'espère que vous avez lu Sina de Corneille. Hier, on a parlé, je vous ai dit, ça c'est le point final, que Corneille est indispensable pour comprendre la politique et le politique. Vous connaissez la différence, le politique et la politique. La politique, c'est la politique quotidienne hein, que vous voyez ici. Mais le politique, c'est la notion du politique. Politichko. Ce n'est pas seulement l'adverbe, c'est le substantif également. Donc, à mon avis, bien sûr, les critiques littéraires divergent sur ce point-là, mais à mon avis, le vrai héros dans cette pièce, dans ce drame, était qui? Sina ou bien Auguste, à votre goût? Une petite intervention. Nous n'avons pas fait Sina intégralement comme les autres. Non, pas de problème. Nous n'avons pas fait, mais j'ai insisté lorsque j'ai fait l'introduction, accordé sur le plan alexandrin, dont vous vous souvenez, je suis sûr, je suis maître de moi comme maître de l'univers. Au siècle où est noir. Donc là, que j'ai pris ce maxime, lorsque je parlais de la formule, de comment reformuler, comment réintégrer tout l'univers théâtral, donc celui de Corneille, dans un vers, voilà c'est ça. Je suis maître de moi comme maître de l'univers, dit donc Auguste, Augustus, donc c'était l'empereur romain. Du point de vue, si vous voulez, ça, diachronique, il n'y avait jamais dans l'histoire de l'humanité quelqu'un qui détienne un pouvoir pareil. Ouais. Voilà, c'est ça. Juste une petite parenthèse, si vous me permettez, chers amis. Écoutez, est-ce que je vais trop vite? Dites-moi ouvertement. Non. Est-ce que vous comprenez plus ou moins? Ce qui m'intéresse, écoutez, je peux vous dire, n'imaginez pas qu'il y a tous les professeurs qui sont bons. Il y a des professeurs également qui sont salauds. Je les ai passés en revue aux États-Unis, en France, etc. Il y a des gens qui sont les faux culs, comme on dit. Donc, pour moi, l'essentiel, c'est de... Ça n'a aucun rapport, si vous êtes d'accord avec moi ou non, au point de vue de mes idées, mais l'essentiel, c'est de pouvoir communiquer. Et l'essentiel, c'est de pouvoir déchiffrer les concepts, les notions que j'utilise ici. Le tragique, il faut que vous compreniez la différence entre le tragique et le pessimisme. Le pessimisme, il n'y a aucun issue, il n'y a aucun échappatoire. Alors que chez les tragiques, y compris Corneille, bien sûr, qui a fait un très beau mélange entre l'héritage gréco-romain et la chrétienté, il y a toujours une issue, un échappatoire, il y a une sortie. Donc, qu'on le veuille ou non, c'est un optimiste. Un historien, enfin, un dramaturge, un écrivain, un poète, hein, optimiste. Par contre, le pessimiste, La Rochefoucauld, et tout, y compris Baudelaire, qui était un suicidaire complet, un nihiliste total. C'est le désespoir total. On se pose la question évidente. Hein. Aujourd'hui, surtout dans notre âge postmoderne, technique, ces gens-là furent-ils fous? Enfin, il y a même des psychiatres qui vont s'occuper des cas de Baudelaire. Et ça, j'ai peur, je crains qu'un de ces jours, les psychiatres, les psychologues, je ne sais pas qui, les experts, les soi-disant experts, passent en revue les poèmes de Baudelaire, ou les aphorismes de Cioran, et qui les déclarent fous. Et qu'est-ce qui se passe après? On interdit les ouvrages, on les jette. C'est ça ce qui est dangereux.
Donc faites toujours attention, même quand vous utilisez le terme on est fou, on est dingue, tout ça, il faut mettre dans un certain contexte historique. Donc Sina, bref, vous savez que c'est un drame éminemment politique, vous allez passer en revue les caractères majeurs de Sina avec votre professeur Boştyan Türk, ça c'est essentiel. Et je pense que c'est un drame, là où vous voyez encore un éloge, c'est un éloge, si vous voulez, autoritaire, hein, autoritaire. C'est un drame, c'est une pièce, un éloge de l'homme fort. Bien sûr, c'est une personnification de qui Auguste. Donc, c'est le XVIe siècle, on a mentionné hier le nom de quel cardinal, qui était l'homme fort en France. Cardinal Richelieu, c'est l'homme fort. Il était comme Obama. Aujourd'hui, ce qui est Obama pour le monde, ou le Poutine, si vous voulez, Richelieu, quand vous disiez, même ici en Slovénie, 650 à 50, si vous disiez, même les gens du pays, enfin des paysans, savaient fort bien que Richelieu, c'était un homme catholique, un prêtre, un cardinal, mais qui avait la poigne. Vous savez ce que ça veut dire la poigne, hein? La poigne. Donc, sens figuré, la poigne, ça veut dire le pouvoir fort. Et bien sûr, en quelque sorte, Corneille devait faire attention, y compris un tas d'autres écrivains, d'autant plus que c'était un cardinal qui était intelligent, un homme lettré également. Mais, en même temps, quelle était la logique? On peut voir la logique à travers Auguste, qui est le tyran, si vous voulez, le dictateur, l'ancien dictateur dans cette pièce. Il nous décrit, Corneille, un homme fort, qui avait quand même le don de la clémence, qui peu à peu s'est changé. Enfin, il a remplacé ses anciennes coutumes, si vous voulez, barbares, autoritaires, totalitaires, si vous voulez, par une certaine clémence chrétienne. Bien sûr, tout ça s'est situé dans l'époque romaine. Les gens n'étaient pas chrétiens. Auguste, à l'époque, ils étaient païens, ils étaient polythéistes. Mais, à mon avis, bon, ça sonne un peu creux, ça ne sonne pas tellement véritable. Mais le fait est qu'Auguste est un homme, quand même, qui ne s'est pas vengé contre les conspirateurs, qui ne s'est pas vengé contre Sina, Sina avait 20 ans ou quelque chose, et Émilie. Il ne s'est pas vengé, malgré le fait que tous les deux avaient conspiré, avaient voulu tuer Auguste. Parce que Auguste, dans leurs yeux, c'était un homme fort, un homme totalitaire, un homme autoritaire qu'il fallait supprimer. Donc, si vous voulez, je ne vais pas maintenant tracasser avec les idées modernes, essayez de transposer maintenant l'homme fort, Auguste, dans notre modernité. Vous trouvez un tas d'Auguste, que ce soit chez Staline ou je ne sais pas ailleurs, en toute l'Europe. Et aujourd'hui même, vous trouvez les gens forts qui croyaient, qui avaient également l'air logique. Ils croyaient, il faut absolument affermir notre État, il faut également rendre notre État valable et respectable. Et ça, c'était également le cas de Richelieu, malgré le fait que Richelieu était responsable pour la sale guerre de 30 ans. Donc, d'une part, vous voyez ici dans cette pièce l'éloge de la raison d'État. Vous savez ce que ça veut dire la raison d'État? La raison d'État, l'État doit exister malgré le fait qu'il est le mauvais ou bon, mais il faut avoir l'État parce que l'État nous fournit quoi? La sécurité. Donc je ne vais pas maintenant lancer dans les diatribes politiques ou politologues, mais faites attention, cette pièce est importante parce que vous voyez le décalage entre la sécurité du pays et la liberté du pays. D'une part, Sina, il combat la tyrannie, il veut avoir davantage de liberté. Mais d'autre part, il faut également tenir compte que Auguste, ça c'est bien sûr dans son monologue, c'est ce qu'Auguste il a sa propre confession. Il dit qu'il faut avoir l'État stable, il faut avoir la sécurité. Je vous pose la question de chaque jour, qu'est-ce que vous préférez vous-même, la sécurité ou la liberté? Il y a une chose, je ne vais pas maintenant lancer dans vos jugements de valeur politique, mais faites attention. La liberté, un terme, regardez étymologiquement le terme liberté, est très vague. Chacun a sa liberté. Hein? Tandis que la sécurité, c'est beaucoup plus spécifique, c'est beaucoup plus cerné. Alors, écoutez, si vous avez un état d'urgence, si vous avez un état d'exception, s'il y a des inondations de l'eau, de je ne sais pas quoi,
Bien sûr que vous allez cesser de parler de la liberté, vous serez ravis de voir quoi? Les policiers ici, pour vous protéger contre le mal, contre les malheurs à venir. Juste pour vous donner une idée. Bon, je vais en finir avec cette petite exposition. Auguste nous apparaît donc dans cette pièce comme un dictateur éclairé, dont la véritable force se manifeste dans sa clémence envers ses conspirateurs. Clémence, vous savez. Parce qu'à mon avis, ce n'est pas tout à fait véritable, je vais vous dire pourquoi. Nous pouvons observer dans le monologue d'Auguste, qui déborde de générosité, de magnanimité vers Cinna et vers Émilie, bien sûr, un côté chrétien qui était utilisé par le catholique Corneille, en dépit du cadre païen d'Auguste à cette époque-là dans l'Ancien Rome. À mon avis, chers amis, je vous dis ouvertement, il est fort douteux qu'un homme fort et sanguinaire comme le fut Auguste ait pu avoir comme confident et des enfants adoptifs les rejetons de ses pires ennemis tels que Cinna et Émilie. Donc il était très clément envers ses conspirateurs. Et bon, là, le point final, quoique Corneille obéisse dans cette pièce aux règles des trois unités, vous connaissez les règles des trois unités, hein? Ça il faut connaître, hein? Je m'excuse, mais il faut connaître absolument. L'unité de temps, l'unité de lieu, l'unité d'action par rapport à cette première pièce qui était le Cid, il y avait tout, quand même des décalages, hein? Il y a des décalages surréels. Alors là, il est resté. Mais, à mon avis personnel, il me semble que cette clémence dont il parle, qu'il accorde à Auguste, n'est pas tout à, mon avis, elle n'est pas tout à fait convaincante. Parce qu'un écrivain, un dictateur sanguinaire, comme le fut Auguste dans cette pièce, qu'il se lâche maintenant, qu'il se lance dans les grands pardons, dans la clémence vis-à-vis de ses amis. Ben, écoutez, est-ce que vous connaissez vous-même, dans notre siècle, des grands dictateurs qui étaient très cléments envers ses dissidents? Trouvez-moi ici, en Yougoslavie, si vous voulez, communiste, ou bien en Union soviétique, est-ce qu'il y avait des dictateurs qui étaient cléments? Vous savez ce que ça veut dire clément? Qui étaient magnanimes, qui étaient pleins de pardon, pleins d'apologie pour les anciens dissidents des régimes. Ça n'existait pas, à mon avis, je pense que ça c'est quand même un peu exagéré chez Corneille. Pardon, chers amis, oui, allez-y. Le dictateur qui est précédé, donc César, Un peu plus, je m'excuse, je suis un peu mal. César, oui. Le successeur d'Auguste était très clément si on analyse donc l'histoire. Les gens qui ont à la fin tué, ce sont ses ennemis qu'il a laissé vivre. Et donc, cependant, quand il a commencé sa carrière politique, il était tout aussi sauvage que Auguste envers le peuple gallois. Donc, très bien dit. Donc, inversement, quand il a arrivé au pouvoir, il a donc abandonné donc, cette lutte contre la barbarie, contre la tyrannie, pour la remplacer avec sa tyrannie, n'est-ce pas? Est-ce que vous avez suivi ce que, enfin je ne vais pas te flatter, mais il a dit la chose essentielle. On doit se poser la question, si vous voulez, bon, parti politique d'aujourd'hui, la politique quotidienne. Vous trouvez pas mal de partis d'opposition en Slovénie, en Croatie, qui vous disent « Ah, demain, ce sera mieux avec notre parti au pouvoir. » Demain, le lendemain, dès qu'ils sont au pouvoir, dès qu'ils se trouvent leur petite niche, leur petit privilège, les prébendes, vous connaissez le terme prébendes, mais ils sont les mêmes comme les autres. Vous connaissez l'expression française, plus ça change, plus c'est la même chose. Ça, c'est un problème grave qui est très bien élucidé par Corneille. Je vous signale également un drame, je pense que je l'ai signalé hier, de Schiller qui s'appelle Fiesco et les conspirateurs marquez ça parce que c'est intéressant. Fiesco, Friedrich Schiller et les conspirateurs de Genoa en Italie. Gênes, oui, pardon, Gênes. Pourquoi c'est intéressant? Parce que Friedrich Schiller vient de la fin du 19e siècle, du 18e siècle,
début du 19e siècle, il a repris le thème de son grand maître à penser, notamment Corneille. Il a repris ce thème de Cinna dans sa pièce, dans sa propre pièce qui s'appelle Fiesco. Fiesco, malheureusement on n'a pas le crayon, mais marquez ça parce que c'est très intéressant. Parce que ce que le monsieur veut dire, comment ton prénom c'est comment? Jacob, voilà. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que le gars Fiesco, il est fatigué de la dictature de ce doge, vous connaissez Doge à Venise, etc., qui était un homme malhonnête, qui a brimé son peuple. Et puis le jeune gars, à 22 ans, il est le beau mec, enfin comme vous voulez, etc. Il a rassemblé autour de lui pas mal de conspirateurs. Et vous avez une formidable, portrait de ces conspirateurs. Parce que chaque de ces conspirateurs avait une idée tout à fait différente de remplacement du pouvoir. L'un voulut remplacer et tuer bien sûr l'ancien doge et avoir sa richesse. L'autre a voulu également remplacer le pouvoir de l'ancien doge, si vous voulez, dictateur, par une nouvelle dictature. Et écoutez, vous trouvez ça... Et même Fiesco, il a dit, on a marre, enfin il dit pas ça comme ça, mais il a dit, on va se débarrasser de la voie populaire, on va instaurer un régime qui sera à nous. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça vous dit bien sûr ce qui se passait ici, 45, ou 46, 48, même en Russie soviétique, etc. Tous les gens aiment bien parler de la liberté, de la fraternité, quand ils sont à l'opposition. Une fois au pouvoir, ils sont tentés par l'argent, par le pouvoir, et puis il y a une spirale de la violence. Vous avez vu ça pendant la guerre récente en Croatie, etc. Les gens sont tentés par les petites prébendes. Le pouvoir vous corrompt. C'est pour cette raison que je vous ai dit, j'ai un peu de mal à comprendre pourquoi Auguste, tout d'un coup, il fait un grand pardon, il fait une autoconfession. À mon avis, c'est le mental qui n'est pas tout à fait réel. La plupart des dictateurs pensent qu'ils font quelque chose du bien pour le peuple, même en oubliant qu'ils font du mal. Il y a un grand ouvrage qui était à l'époque très populaire en France. Je vous renvoie, si vous pouvez marquer, s'il vous plaît, lisez-le. Il est très bien écrit d'une manière très facile. Jacques Bainville, et qui s'appelle Les Dictateurs. C'est un grand écrivain qui avait une grande culture littéraire, mais également une grande culture, un politologue, si vous voulez, un grand écrivain, Jacques Bainville. Il était royaliste. Il vous donne, c'est de courts chapitres. Le bouquin a fut publié en 1937-38. Oui, j'ai marqué tout Fiesco, voilà. Lisez ça, et lisez Jacques Bainville. Je peux l'avoir, enfin, on peut l'effacer. Parce que ça, vous allez voir une complémentarité entre le bouquin, entre Cinna et Jacques Bainville. Bon, il ne rentre pas dans la catégorie de vos lettres, mais il faut le lire quand même. Vous allez le trouver, je vais vous dire pourquoi. Jacques Bainville. Ville, les dictateurs. Où il décrit dans les chapitres très très légers, il y a une douzaine de chapitres très courts d'ailleurs, c'est un bouquin à 250 pages. Je pense que c'est 1038 ou 39, je ne sais pas exactement. Vous allez voir qu'il vous décrit le personnage de dictateur, que ce soit Hitler, Mussolini, ou que ce soit même le dictateur de l'Amérique latine, qu'il a très bien connu. Et il a vraiment un style impeccable. Et vous allez voir, si vous jetez un coup d'œil sur ces chapitres, quand vous relisez encore une fois Cinna, vous allez voir comment les dictateurs, quelle est leur psychologie à eux-mêmes. Quelle était la psychologie de Josip Broz Tito? Peut-être il croyait bien qu'il faisait quelque chose du bien pour son peuple. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Et puis, bien sûr, il y a autre chose. Bon, on s'arrête là. Maintenant, on va passer bien sûr, à notre tragique, à notre pessimisme littéraire qui est très, très morne, très, très fatigant. Est-ce qu'il y a des questions quelconques? Est-ce que je vous fatigue? Est-ce qu'il y a quelque chose? S'il vous plaît, dites-moi. Est-ce que vous avez un commentaire? Est-ce qu'il y a des... Pardon, allez-y, je vous prie.
si on prend ce concept de magnanimité, de clémence, n'est-ce pas? Ouais. Et si on le conçoit de notre angle, Ouais. peut-être, mais tout en étant conscient que c'était un dictateur littéraire, hein, avec une psychologie, disons virtuelle, même si ce n'est pas le meilleur terme. Ouais. Alors, je crois qu'il est possible de dire qu'il fait ce qu'il fait, c'est-à-dire qu'il pardonne en fonction de sa grandeur. C'est encore une astuce politique. Oui, une astuce politique. C'est pas, enfin, c'est pas vrai. Hein. C'est creux, cette clémence. Vous avez bien dit, c'est pas sincère. Mais c'est un homme très très calé dans son politique, n'est-ce pas? Ouais. Et, il sait que cela va apporter son image, ça va agrandir son image en tant que... C'est-à-dire, ce que vous sous-entendez, c'est que soi-disant les dictateurs, ils étalent leur magnanimité pour pouvoir s'accorder, pour pouvoir obtenir davantage de légitimité pour la survie politique, en quelque sorte. Est-ce que vous avez compris, chers amis, parce que ce n'est pas le dialogue entre messieurs et moi, je préfère que ce soit un dialogue entre vous et moi, mais c'est une très bonne arnaque. Voilà, vous voyez combien c'est enchevêtré, les 3 cours que je donne. Parce que justement, c'est quelque chose dont parle qui? La Rochefoucauld. Il vous parle de cette fausse psychologie, de cette fausseté, vous voyez, la fausseté, de ce foculisme, de ces... Enfin, il y a le français, en argot, on utilise le terme frime, vous connaissez la frime, faire la frime, des faux semblants. Il parle des héros faussés, vous voyez, chez Louis XIV, et bon, il se réfère même à Louis XIV, qui se font magnanimes envers la populace française, envers le peuple français à l'époque, non parce qu'ils les aiment, non parce que le dictateur Louis XIV ou n'importe qui, enfin le dictateur, le monarque, mais pour pouvoir jouir d'une popularité supplémentaire. Bon, c'est ça de la propagande, ce qu'on appelle aujourd'hui la propagande. Vous savez comment on fait la propagande aujourd'hui, c'est pas la peine de prendre la matraque, comme je dis hier, ou comment. Écoutez, imaginez-vous si vous étiez installé, bon, qu'est-ce que vous feriez aujourd'hui, si vous êtes un peu plus malin? Bon, imaginons, moi, parce que j'y pense souvent, les dictateurs, lisez les dictateurs, c'est avant la Deuxième Guerre mondiale. Si j'étais vraiment un dictateur, si j'avais vraiment le plein pouvoir, qu'est-ce que je ferais? Bien sûr, je ne suis pas con, je ne vais pas utiliser la police, j'utiliserais quoi? J'ai fait un article là-dessus. La drogue. Vous donnez les gens le rap cancer, vous leur donnez la mescaline, la drogue, le hashish. C'est comme ça que vous pouvez abêtir et avachir les gens, la jeune population. Vous leur donnez le petit bonheur. Voilà. C'est ce que les gens aiment bien, le petit bonheur. Un homme virtuel, vous les rendez un peu, comme on dit, décervelés. Et ça, c'est notre modernité, je suis désolé de vous dire. Je ne pense pas qu'il s'agisse d'un complot, loin de ça, qu'il s'agisse d'un complot, mais c'est plutôt une dynamique de la société moderne, où on vit dans ce monde surréel, où on dépense davantage de temps dans ses illusions et dans son auto-tromperie qu'en étudiant, en déchiffrant le monde réel. Que ce soit les politiciens, que ce soit les médias ou que ce soit nous-mêmes. Et ça, je pense, c'est pour cette raison qu'on va lire. Je vais vous donner quelques excerpts, quelques abstraits, quelques vers, quelques phrases de la Rochefoucauld et la Bruyère. Pardon, je vais maintenant... Donc, est-ce qu'il y a encore des questions? Comme je vous ai dit, je suis un peu désolé, j'aimerais bien que vous soyez présents à ma 3e cours, qui sera bientôt... à 2 heures l'après-midi, parce que ça, c'est tout le sujet fait un tout. Hein, ça, on ne peut pas séparer. Bon, voilà, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Si. Non, parce qu'il y a quand même des choses à couvrir. Est-ce que c'est clair, plus ou moins? Donc, quand vous lisez, chers amis, franchement, je vous prie, Corneille, c'est pas quelqu'un retardataire, c'est pas un gars qui est... Il est vivant, toujours avec nous, donc lisez-le, vous allez comprendre pas mal de choses de votre société, même de vos politiciens ici à côté, même de vos professeurs. Lisez-le. Le sens de l'honneur, le sens de l'amour. C'est pas quelque chose pour jeter.
Il nous faut bien sûr lire maintenant le moraliste. Pourquoi on appelle le terme moraliste aujourd'hui, c'est pas tellement exact. Le moraliste, c'est pas des gens qui vous font de l'hypermoral. C'est pas de la moraline. Voilà, le moraliste, c'est le terme qu'on utilise souvent en France, la moraline. Et Nietzsche, même dans ses ouvrages, il se moque la moraline, faire de la moraline. La moraline, ça n'existe pas dans je ne sais pas, dans le petit dictionnaire, dans le petit Robert, moraline. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Quelqu'un qui vous prêche. Quelqu'un qui vous prêche et qui vous ment. C'est un hypocrite. Quelqu'un qui fait de la moraline, soit un politicien, soit un professeur, soit un journaliste, ça c'est le gars qui vous ment. Et les moralistes, le moraliste du XVIIe siècle, parce qu'ils ont fait une très bonne autopsie, je vais aller plus lentement, plus doucement, d'une société dégénérée, voilà, c'est un terme fort, de leur temps. Soit en utilisant le ton pessimiste, comme la Rochefoucauld, soit en se cachant derrière les allégories, comme le fait La Fontaine. La Fontaine, énorme, c'était vachement pessimiste. On sait Fontaine. Ce n'est pas des fables pour des gosses, hein. C'est des fables avec une sagesse profonde. Mais il devait bien sûr utiliser les allégories, il devait utiliser le jardin zoologique pour se cacher contre la répression, contre des ennuis qui allaient. Et il faut le lire. Moi, c'était également, quand j'étais tout jeune, j'aimais bien lire La Fontaine. Et bien sûr, nous avons également Molière, qui était un homme très pessimiste, mais qui s'est caché, quoi, derrière le burlesque. Vous savez ce que ça veut dire, le burlesque? Le burlesque. Le burlesque et le grotesque, enfin, c'est le terme. Le burlesque, je vais essayer de trouver le synonyme, le burlesque. Vous pouvez dire quelque chose qui est une combinaison entre le grotesque, vous savez ce que ça veut dire, le grotesque, quelqu'un qui est grotesque. Et burlesque, où il y a des coups de théâtre, où il y a également des moments d'une hilarité, d'une jouissance énorme. Je sais que ça existe en croate, en allemand, un terme, mais on utilise souvent le terme burlesque, même en anglais, burlesque. Donc, marquez ce terme burlesque, regardez leur petit dictionnaire, je ne sais pas ce que ça vous donne. Hein. Peut-être que vous aurez au moins une description descriptive de burlesque. Mais ça, c'est typique pour Molière, parce que c'était un homme profondément pessimiste également. Il ne croyait pas. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, ces trois? La Fontaine, Bruyère, la Rochefoucauld, tous ces gens qui nous viennent du XVIIe siècle. Qu'est-ce qu'ils ont en commun? Ils ne croient pas à quoi? À l'amélioration de l'âme humaine. Ils ne croient pas beaucoup à l'amélioration sociale. Donc, ce n'est pas des utopistes, ce n'est pas des idéologues, ce n'est pas des commissaires, ce n'est pas des communistes, si vous voulez. Ils constatent, ils font une chose qui est grave. L'homme est voué à sa déchéance de sa naissance. Il est voué à une vie minable, enfin vivable quand même. Mais nous, les humains, ne changent pas beaucoup. Bien sûr, la France du XVIIe siècle, ce n'est pas la France du XXe siècle. Mais en ce qui concerne les petites humeurs, la fausseté ou le fauquilisme que je viens d'utiliser, c'est plus ou moins la même chose. Donc c'est pour cette raison qu'il faut le lire. Au lieu de lire les journaux que vous avez ici, au lieu de lire les gens comme ils déblatèrent l'un sur l'autre, comme ils se moquent les uns des autres, de tous les médias chez vous en Slovénie, lisez ces écrivains classiques, vous allez trouver la clé à tout. C'est la littérature à clé. Franchement, ça prend un peu de temps, ça exige un certain effort intellectuel, mais s'il vous plaît, lisez-les. Si vous pouvez lire même la traduction en anglais, est très bonne de la Rochefoucauld, même en allemand, très bien. C'est connu des auteurs. Très bon. Oui, la Rochefoucauld, la traduction en anglais est très, très bonne, et puis en allemand, elle est très bonne. Et tout ça, c'est des grands classiques. Mais malheureusement, je ne sais pas, on ne lit pas chez nous. Je pense, comme je viens de dire hier, je ne plaisante pas qu'il faudrait utiliser la Bruyère. Je vous lis tout de suite un aphorisme. Chaque matin, au Parlement slovène, au Parlement croate. Bon, je vais vous lire tout de suite. Est-ce que vous avez ce petit truc que je vous ai donné? Voilà, la Bruyère, un célèbre passage, une célèbre maxime.
célèbre aphorisme qui presque, il est assez long, il est presque comme un essai. Je vais vous lire juste quelques passages. C'est un homme hypocrite. Bon, il s'appelle Onufre, mais oublions maintenant, je ne vais pas me lancer dans l'étymologie du nom Onufre. Donc, Onufre, l'homme, si vous voulez, de la course, l'homme hypocrite, XVIIe siècle, bref. Voilà, c'est comment La Bruyère, un homme pessimiste, qui m'est cher, qui doit vous être cher, qui écrit Onufre. Est-ce que vous avez je pense que vous aurez le livre. Alors, je vais lire juste quelques passages. Arrive-t-il vers lui un homme de bien et d'autorité qui le verra et qui peut l'entendre? Non seulement il le prie, mais il médite. Il pousse des élans et des soupirs. Si l'homme de bien se retire, celui qui le voit partir s'épaise et ne souffle pas. Il entre une autre fois dans un lieu saint, c'est-à-dire l'église, bien sûr, l'anniversaire, perce la foule, il se faufile à travers la foule, choisit un endroit pour se recueillir, donc pour commencer à prêcher, et où tout le monde voit qu'il s'humilie. S'il entend des courtisans qui parlent, qui rient, et qui sont à la chapelle, à la cathédrale si vous voulez, avec moins de silence que dans l'antichambre. Il fait plus de bruit que eux, donc il fait du boucan, comme on dit. Pour les faire taire, il reprend sa médiation, qui est toujours la comparaison qu'il fait de ces personnes avec lui-même. Et où il trouve son compte, donc sa satisfaction. Onufre n'est pas un dévot, mais il veut être cru tel. Donc il veut qu'on le considère tel. Et par une parfaite, quoique fausse imitation de la piété, donc imitation de la piété, ménager sourdement ses intérêts. C'est un peu difficile le texte, mais j'espère que vous avez le cœur de ce message, vous avez bien saisi. Un faux dévot, vous savez ce que ça veut dire un dévot? Vous savez comprendre? Oui. Donc, écoutez, je ne vais pas maintenant heurter, comme on dit, blesser vos sensibilités. Je sais qu'il y a des catholiques parmi vous, il y a des athées, ça ne m'intéresse pas. Mais je suis sûr, moi je vous parle ça de ma propre expérience, quand j'étais un homme de cœur, quand j'étais un petit enfant, je suis allé à l'église, etc. Une des raisons pourquoi je ne vais pas à l'église, parce que toujours à l'église, maintenant vous trouvez les gens qui font des grands dévots, etc. etc. À l'époque, il me faisait des amis en ex-Yougoslavie communiste, parce que j'ai perdu une année à cause de mon catholicisme. Donc vous voyez ce que je veux dire. Les gens qui se font des grands dévots, y compris les politiciens, ils se mettent à l'église, font des grandes courbatures comme ça. Ça, c'est les faux dévots. Et demain, dès que les idées dominantes changent, qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, qu'est-ce qui va se passer? Demain, ils vont embrasser, ils vont entériner, ils vont accepter, ils vont accueillir quoi? Une autre idée dominante. Ça s'appelle le recyclage. Recyclage idéologique. Vous savez ça partout, pas seulement ici, mais en France, ailleurs, partout. Même chez les intellectuels, même chez les professeurs. Le grand recyclage. Et voilà, si vous voulez, par exemple, si vous êtes fou furieux contre un professeur ou un de vos amis qui vous a abandonné, vous n'avez qu'à lire Onufre, la Bruyère, vous trouvez ici le cas, voilà le cas exemplaire. Un gars faux dévot. Le faux dévot, il entre dans l'église. Il me rappelle pas mal de gens que j'ai rencontrés ici, ailleurs, en Croatie, qui veulent que les caméras viennent et qu'ils soient enregistrés comme des grands croyants, des bons croyants. Mais en fin de compte, ils se fichent éperdument de leur croyance, parce qu'ils vont la remplacer demain par une autre. Vous comprenez ce que je veux dire? Si, c'est humain, malheureusement. Donc ne croyez pas aujourd'hui, je ne sais pas ce que vous avez, enfin ça ne m'intéresse pas la politique. C'est pour cette raison que je n'aime pas appeler les gens par le nom, ou appeler les gens par le nom, parce que c'est le système. Les gens sont comme ça, ils étaient comme ça pendant Richelieu, pendant Louis XIV. Ah, comme on dit, les Américains disent they follow the traffic, ils suivent la circulation. Si tous les gens vont crier la démocratie, etc., ils vont devenir démocrates, demain ils vont devenir totalitaires, etc. Ça, c'est un peu fort ce que la Bruyère nous dit, mais s'il vous plaît, lisez ça, c'est important.
C'est pas La Fontaine qui. À La Fontaine. Pas La Fontaine, La Rochefoucauld qui a dit un dévot, c'est celui qui sous un roi athée serait athée. De qui c'est quoi? Un dévot, c'est celui qui sous un roi athée serait athée. Oui. Sous un roi athée serait athée. Oui, qui sera athée, ça serait. Ouais, Je crois que chez nous, c'est plutôt ça. Oui. Plutôt ça que l'autre. Oui, non, mais oui, je comprends. Mais écoutez, ça, on peut passer en revue toute la classe politique chez vous, la classe intellectuelle également. Donc n'imaginez-vous pas, je vous dis ça ouvertement. Malheureusement, ce n'est pas le cas, on va pas. Je ne vais pas vous faire de la moraline. J'ai horreur des gens qui font de la moraline. J'ai horreur des gens qui me parlent tout le temps de la droite, de l'homme, droit de l'homme, de démocratie. Parce que je commence à me gratter sur la tête et je me pose la question, pourquoi il révoque, pourquoi il évoque et révoque toujours la démocratie? Est-ce que se cache quelque chose derrière ça? Un gars qui est vraiment démocrate, un gars qui est plein de magnanimité, un gars de caractère, c'est pas la peine qu'il étale, qu'il fasse montrer à tout le monde ses certificats de démocratie ou de la bonté. La mesure, c'est ça ce dont on a besoin. Et c'est très bien décrit par La Rochefoucauld et La Bruyère, la démesure, le sens de la démesure à la cour de Louis XIV. Bon, il n'est pas directement frappé, mais la démesure, le grotesque, le burlesque qu'on a voyé là-bas, c'est toute cette aristocratie. Nous avons la classe politique chez nous, c'est pareil, sauf que bon, ils ne s'appellent pas maintenant les aristocrates, c'est l'aristocrate de l'argent, ils ont beaucoup d'argent. Nous avons bien sûr, chers amis, un tas d'écrivains, pas seulement La Rochefoucauld et La Bruyère, dont le pessimisme, et ça c'est je pense important, reflète une angoisse existentielle, un pessimisme culturel. Mais également, nous avons un tas d'auteurs, surtout au XIXe siècle, avec les symbolistes, etc., qui ressentent le mal de vivre, causé, primo, par leur propre angoisse philosophique, ontologique, si vous voulez, ou, d'autre part, par le cadre politique dans lequel ils vivaient. Bien entendu, je ne peux pas passer en revue tous les grands écrivains pessimistes, parce que ça serait prétentieux de ma part, et pas, je dois vous dire, je ne les connais pas tous. Malheureusement, je ne les connais pas tous, je ne les ai pas lus beaucoup, et je peux vous dire une petite parenthèse, je suis allé hier chez M. Bosch-Turk, dans sa bibliothèque, j'étais en sueur. Chaque fois quand j'entre dans une librairie, je suis en sueur. Parce que je constate que franchement, mon ignorance n'a que quelques lacunes. Je dis non. Merde, je me pose la question, il y a une sagesse énorme qui est là-bas dans la bibliothèque. Je n'ai pas le temps de tout ça lire. Au lieu de ça, on perd son temps dans ces petites conneries de chaque jour avec vos collègues. Et bon, donc ça, je ne peux pas passer en revue les grands symbolistes, les grands comme Verlaine, Rimbaud, etc. Je vais juste vous donner quelques citations de Baudelaire. Ce qui nous intéresse, chers amis, ce n'est pas l'énumération de noms des écrivains tragiques et pessimistes, mais plutôt les idées, les concepts qu'ils véhiculent dans leurs ouvrages et la pertinence de ces idées pour notre époque. Il n'y a aucun lieu, il n'y a aucun but, je vous dis ouvertement, de lire aujourd'hui Corneille ou Baudelaire ou n'importe qui, sans pouvoir, sans savoir le transposer dans notre société actuelle slovène ou française. Vous pouvez, enfin, sinon, je vous dis ouvertement, oubliez vos études. On écrit, on étude Corneille en fonction de sa, de sa relevance, de son importance pour notre époque. Et là, bien sûr, il faut développer un esprit métaphorique. Donc ne pensez pas dans les termes mathématiques, essayez un peu d'élargir vos horizons intellectuels. C'est faisable, et c'est justement faisable en lisant les classiques. On est fatalement, bien sûr, chers amis, obligés d'aborder ici le sujet de la décadence chez le pessimiste. Et la mort, l'idée de la mort, et le suicide. Je ne vais pas aller trop long, parce que dès qu'on commence à parler du suicide, bien sûr, on arrive à pas mal d'écrivains du 19e et 20e siècle, y compris
Baudelaire. Je vais maintenant vous lire quelques détails. Les ouvrages et les poèmes concernant la mort, on va faire un pas en avant maintenant, on va sauter par-dessus le XVIIe siècle, au XVIIIe siècle, on va aller directement au XIXe siècle, mais puis plus tard on va faire un pas en arrière, hein, je vous promets. Les ouvrages et les poèmes concernant la mort, concernant le pessimisme, concernant la chute dans le temps, ou bien concernant la décadence ou la mort, c'est une matière qui n'est pas nouvelle. Ça existe depuis Lucrèce, vous connaissez Lucrèce, Homère, etc. Vous trouvez enfin, Sophocle, vous trouvez le sujet de la mort tout le temps. La grande majorité des penseurs et des auteurs européens, de l'Antiquité jusqu'à notre postmodernité, ont abordé dans leurs écrits la notion de la fin des temps, la fin de l'humanité et bien sûr ses conséquences. Au XIXe siècle, bien sûr, nous rencontrons un poète qui est bien célèbre. En quelque sorte, il m'a appris la langue française. Les grands notaires, c'était le célèbre Charles Baudelaire. Je suis sûr qu'avec votre professeur, vous allez, dans le prochain semestre, vous allez étudier davantage Charles Baudelaire, mais je vais juste dire quelques détails qui sont importants parce qu'il entre dans le cadre du pessimisme et du tragique dans les propos d'aujourd'hui. Il représente définitivement un poète pessimiste, c'est pas un tragique, un pessimiste, et qui nous annonce déjà un nihilisme et le néant qu'on trouve un siècle plus tard chez pas mal d'écrivains français, y compris Émile Cioran. Vous pouvez plus tard me poser la question provocative, pourquoi j'ai envie d'Émile Cioran. Je vais vous dire pourquoi. C'était vraiment des gens complètement nihilistes. Hein. Mais ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas heureux. Hein. Ils savaient savourer leur vie. Mais ils étaient les athéistes, si vous voulez, les gens qui étaient complètement en dehors de leur temps. Je vous lis. Je vous suggère, chers amis, de lire Le goût du néant de Charles Baudelaire. C'est un poème qui contient pas mal de métaphores. Et voilà, je vais juste lire quelques vers. Vous l'avez, j'espère, devant vous. Morne esprit, autrefois amoureux de la lutte, l'espoir dont le perron attisait ton ardeur, ne veut plus t'enfourcher, couche-toi sans pudeur. Vieux cheval dont le pied à chaque obstacle bute, résigne-toi mon cœur, dors ton sommeil de brute. Est-ce que vous avez compris plus ou moins quelques figures ici, quelques locutions? J'aimerais bien qu'on se mette d'accord tout d'abord sur le signifié, c'est le signifié des signifiants qu'on utilise ici, vous comprenez? Donc, morne esprit dans lui-même, c'est un poème à lui-même. Morne esprit, c'est un gars qui est fatigué de la vie. Hein. Baudelaire est fatigué parce qu'il a fait des expérimentaux avec les femmes, avec les maîtresses, il a eu avec la drogue, avec le vin, avec le piment, il a fait tout dans sa vie. Il commence à être fatigué. Son corps pèse trop. Enfin, il est mal dans sa peau. Voilà. L'espoir, donc ça c'était très intéressant, l'espoir dont le perron attisait ton ardeur. Vous savez ce que ça veut dire, le perron. Mais le perron ne fonctionne plus pour donner davantage de l'espoir. Donc le vieux cheval, c'est lui qui est le cheval, est devenu vieux. Il est un peu hors de son temps. Et à chaque pied, ce cheval rencontre. Pardon? Oui, pardon. C'est un terme très très technique, Ostroge. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de ostroge pour donner davantage de force à son cheval. Le cheval, c'est lui-même. Le cheval sans aucun espoir. Je m'excuse avec toutes ces métaphores, mais essayez de penser un peu toujours dans les métaphores. J'aime bien les gens qui peuvent un peu se projeter dans cet esprit métaphorique. Et ça, c'est essentiel. Je ne vais pas trop vous fatiguer avec ça, parce qu'il a écrit pas mal de poèmes.
Et moi, ce que j'aime bien, c'est résigne-toi, mon cœur, dors ton sommeil de brouette. Brouette. Ça, c'est très intéressant. Nous allons trouver ça tout de suite chez La Rochefoucauld, le sommeil. Également chez Shakespeare, vous trouvez le sommeil. Donc, le sommeil, ça nous aide un peu. Au moins en suspens. Le sommeil, c'est quoi? C'est la mort en suspens. Nous sommes tous égaux dans nos sommeils parce que le sommeil nous aide en quelque sorte pour pouvoir affranchir le mal de vivre et pour s'apprêter au défi du lendemain. Voilà. C'est ce que le pauvre Sioran décrit dans ses aphorismes. Il ne pouvait pas dormir pendant 12 ans. Il a souffert de l'insomnie. Imaginez-vous le désastre. Ça, c'est pire que le goulag, si vous ne pouvez pas dormir. Et vous ne pouvez pas dormir. Le sommeil, au moins, vous aide, même aux prisonniers, si vous voulez, même les gens qui sont dans les camps, s'ils peuvent dormir un peu, ça, c'est quand même un répit. Et nous avons trouvé, je vais vous citer Hamlet, très connu vers un paragraphe. Donc, résigne-toi, mon vieux. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il veut dire? Maintenant, écoutez, merde, les gens, je suis fatigué de la vie, laissez-moi tranquille, je me lance maintenant dans mes drogues, j'ai marre de vos politiciens, j'ai marre de vos histoires, de vos jalousies, etc. Laissez-moi tranquille. Voilà, ça c'est le pessimisme total. Ça vous trouvez chez Baudelaire. C'est pour cette raison qu'il faut le... Mais il y a quand même... On peut maintenant faire de la moraline et dire « Ah non, il ne fallait pas ça ». Mais ça, c'était lui. Il avait des raisons. Je suis sûr que nous tous, vous-même, moi-même, j'ai des moments de faiblesse, j'ai des moments de déprime énormes. Et je me pose la question, putain, mais qu'est-ce que je fous ici, hein? J'appartiens plus à ce monde-là, je vais à l'arrière. Je peux vous raconter une histoire, je sais. Franchement, quand j'étais gosse, j'avais 18 ans, je suis parti de chez moi, hein. Je laissais la famille, j'avais 18 ans, j'étais tenté par la poésie symboliste, je suis parti en Inde. Par autostop, j'avais des cheveux longs, etc. J'ai essayé avec le hashish, etc., etc. Ah, mais plus tard, enfin c'était une providence divine. J'ai quand même survécu à ma faiblesse, et puis j'ai constaté plus tard qu'avec une belle cravate, si on est bien, comme on dit, si on est bien peigné, etc., vous pouvez combattre le système beaucoup plus efficacement qu'avec les signes de hippie, etc. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Le système. Et je suis vraiment désolé pour vous parce que je sais que vous êtes tous... ça me fait mal au cœur qu'aujourd'hui on vit dans une société hyper technique, hyper technologique, hyper virtuelle, où des valeurs, ou vertus, ça n'existe pas. Les valeurs, c'est pas à moi, les valeurs qui sont prêchées par la société actuelle, c'est le fric, c'est la dictature du bien-être. Nous rappelez, tenez toujours ça c'est la place. Ça, c'est l'idée dominante. Ça, c'est le cadre de notre discussion. La dictature du bien-être. Aujourd'hui, si vous n'êtes pas le parti, si vous n'êtes pas membre de cette dictature du bien-être, on vous proclame, on vous déclare, on vous jette. Vous êtes fou, vous êtes quoi? Je suis désolé de le dire, mais c'est ça. Donc, c'était une providence dans mon cas. Et vous allez voir plus tard avec Baudelaire également des petits détails. Bon, Baudelaire fut fatigué de la vie et dans ce poème il nous décrit les effets destructeurs du temps. Vous savez ce que le temps, le flux du temps, qui passe tout le temps et qui écrase tous les gens et qui même des gens, nous trouvons ça chez les classiques souvent, qui même les gens, les plus belles femmes, au bout d'un moment deviennent laides, ne sont pas les mêmes comme à l'époque. Voilà, je vous rappelle un petit vers, quelques phrases de Hamlet dans Shakespeare, son monologue qui ressemble très bien à plus tard. Je vais vous lire de Shakespeare. Mourir, dormir, peut-être rêver. Oui, là est l'embarras, car quelques rêves
peut-il nous venir dans ce sommeil de la mort, quand nous sommes débarrassés de la crainte de cette vie, Voilà qui doit nous arrêter. C'est cette réflexion-là qui nous vaut la calamité d'une si longue existence. C'est la fin de la citation. Donc vous trouvez, si vous me permettez, si c'est un peu difficile, une certaine parallèle entre Baudelaire plus tard, bien sûr 4 siècles plus tard, et Shakespeare, que c'est la vie. La vie qui est pénible, qui est difficile, mais le sommeil vous offre quand même le modicum, comme on dit, le petite vêtie de la survivance, en quelque sorte. Le sommeil quand on dort bien. J'espère que vous êtes tous d'accord. C'est pas par hasard qu'on dit dormez bien. Dormez bien, c'est vraiment le salut, même pour moi. Quand je dors bien, quand j'ai pas de cauchemars, je sais que ça va me affûter un peu pour le lendemain, pour de nouveaux défis et pour de nouveaux cauchemars. Bon, juste un petit détail pour vous qui vous êtes dans Baudelaire, que vous êtes ravis par lui et de lui. Je vous signale ici que les fleurs du mal étaient traduits en anglais par les fleurs de la mort, ce qui était intéressant. Il y a plusieurs traductions. Il y a une traduction qui s'appelle les fleurs de la mort. Malgré le fait que la mort, c'est pas la même chose que le mal. Donc, conduisez. Dans la préface, il y a à Théophile Gautier, il y a à mon cher ami, à maître parfait magicien, cette lettre française, je dédie ces fleurs maladives. Maladives, voilà. Donc, c'est maladie, c'est ça, c'est l'idée de la mort, de la mort, oui. Je vais juste faire une petite pause avant qu'on continue, chers amis. S'il vous plaît, franchement, dites-moi, est-ce que vous pouvez me suivre? Est-ce que c'est fatigant? Est-ce qu'il y a des termes? Parce qu'écoutez, des fois je m'oublie, des fois je me lance dans mes diatribes, dans mes monologues. J'aimerais bien que vous compreniez, sinon les noms et tout ça que je cite ici, au moins les idées qui sont véhiculées ici par ces écrivains. J'insiste que vous le lisiez. Pardon, cher. Oui, allez-y. La différence entre le tragique et le pessimiste, oui. c'est qu'un homme pessimiste abandonne sa lutte, et donc pendant qu'un homme tragique n'abandonne pas sa lutte et ses idées. Et absolument. Bien, de même que ce sont ces idées qui le poussent dans la catastrophe. Oui. Écoutez, vous connaissez l'étymologie du terme tragique et la tragédie. La tragédie, là, dans les anciens théâtres de Sophocle, à l'ancienne Grèce. C'était un prix qu'on donnait à l'époque. Aujourd'hui, le tragique ou la tragédie a un côté plutôt pessimiste, négatif. Mais à l'époque, le signifiant à l'époque avait un signifié tout à fait différent. Et n'oubliez pas, chers amis, la tragédie, c'est pas la même chose comme le tragique. Un gars qui est tragique, par exemple, il y a pas mal d'écrivains qui sont tragiques. Ce n'est pas forcément des pessimistes. Au contraire, c'est des gens qui sont très optimistes. Mais ils se rendent compte qu'il y a des moments dans leur vie, dans notre vie, en général, grosso modo, qui sont ultra difficiles à supporter, à confronter, mais il faut quand même, et c'est ça le point noble, si vous voulez, chez les penseurs tragiques, ils croient à quoi? Au dépassement de soi. On doit faire toujours une volonté supplémentaire. Le monde est difficile, bien sûr, la vie est difficile, il faut se lever chaque matin, etc., avoir le cauchemar, se regarder dans la mémoire, mais les tragiques, ce n'est pas des pessimistes, ce n'est pas des pessimistes invétérés comme Baudelaire ou comme Cioran. Bien sûr, il y a une gradation, il y a des mesures, il y a des degrés dans ce pessimisme. Moi, je peux dire, oui, bien sûr, moi, j'ai vacille en quelque sorte, je suis un peu également écartelé entre le côté tragique et le côté pessimiste, j'ai rien à vous cacher. Mais il y a bien sûr des moments quand je suis très joyeux, quand je dis non, je ne vais pas me laisser faire. Par qui que ce soit les politiciens, que ce soit les professeurs, que ce soit les gens dans la boutique à côté qui vont me voler le fric ou n'importe quoi. Non, je vais crier, je vais hurler. Mais bien sûr, il y a des moments quand je me pose la question, comme les pessimistes, qui sont résignés, les gens. À quoi bon? Hamlet, c'était un homme pessimiste, pardon. Hamlet, c'était un homme pessimiste, névrotique totalement,
Mais vous avez, enfin, si vous permettez, je m'excuse, Hamlet, c'était un homme vraiment très névrotisé par rapport à Faust. Je vais vous faire une petite psychologie, une petite, comment dire, des petits caractères. Hamlet, c'était un homme très névrotique, qui n'avait aucun souci de sa vie. Il était très méditatif, très contemplatif. Il pensait à la vie, à l'être, à non-être, à néant, etc. Mais il était un homme qui était très, comment dire, statique. Il était paralysé. Ce n'était pas un homme fort. On trouve par exemple chez Macbeth, vous connaissez Macbeth. Ah ça, Macbeth, bon, on peut dire qu'il était mauvais, mais moi c'était un gars musclé, musclé. Auguste, un gars musclé. Auguste avait des moments de faiblesse, mais c'est un homme fort. Et donc je vous pose la question, à qui va le gouverner demain? Est-ce que vous préfériez avoir un grand écrivain, ici slovène, un grand écrivain au pouvoir, qui va passer ces 4 ans de son mandat à réfléchir sur Schopenhauer, sur le pessimisme, au lieu d'avoir un gouverneur qui est fort et qui essaie de dire non? Eh oui. Ça, c'est le drame humain qui nous afflige depuis des millénaires. Une très bonne remarque. Peut-être c'est l'histoire de l'arrivisme, du dilemme moral, d'une femme forte aussi. Une femme forte qui incite là, c'est le machiavélisme, ce sont les Macbeth qui nous règnent. Tandis que Hamlet, ça c'est vraiment provocant. Est-ce du tragique? Parce que là, il y a quand même, c'est ce que M. Tsounis vient de citer dans la traduction française, que je trouve pas tout à fait adéquate à l'original anglais. To sleep perchance, to dream ideas around for in the sleep of death, but dreams met gaan hier schaffelt op. This mortal coil must just post I dare to respect, it makes calamity of so wrong. Oui. Donc c'est comme s'approcher de cette dernière limite, dernière frontière qui est que quelque chose soit intégré dans le sommeil de la mort et que quelque chose passe par le rêve. Ouais. Il a peur du rêve. To sleep, perchance to dream ideas around. Ouais. To sleep, perchance to dream ideas around. Lorsque Hamlet, dans le monologue, est en train de trouver une solution à son état déplorable, là, elle dit, bon, mourir, et là nous revenons dans le ciel de Switch, la mort, c'est le sommeil, ce sont les grands... Oui, tout à fait. C'est la mort en suspens. Le sommeil, c'est la mort en suspens. La mort. Ce matin, je suis... C'est comme Hamlet, bon, Hamlet n'est pas par rapport, c'est mon impression par rapport à Baudelaire, qui est profondément pessimiste, pour ne pas dire suicidaire. Hamlet, c'est quelqu'un qui part à la recherche, qui enquête, c'est l'autre mentalité, je pense, que celle de Baudelaire. Tout à fait. Écoutez, j'espère, chers amis, que je ne vous fatigue pas, mais ça, c'est une problématique très, très profonde. Ça, bien sûr, ça exige davantage de temps et ça nous fait réfléchir à un tas de choses. Et je n'aimerais pas m'écarter de mon sujet. Écoutez, j'ai voulu être assez ouvert avec lui, avec vous. J'ai lu, comment dirais-je, Baudelaire. Vous avez lu le Houka sur Hashish. Il a fait un article sur Hashish. Donc, même si vous connaissez des gens qui sont des jeunes, n'est-ce pas? Bon, tout ça, ce que les gens pensent que c'est nouveau, c'est absolument rien de neuf. Tout ça a été déjà vécu et vécu par les grands esprits de l'époque. Le laps de temps, l'usure du temps. Le temps qui nous rend tous égaux, d'après La Rochefoucauld, d'après Baudelaire. Et franchement, il y a des... Surtout, si vous permettez encore un petit détail sur Baudelaire, lisez son article, c'est presque un poème en prose, sur Hashish, où il parle de cet arrêt du temps. Vous voyez, l'avantage des drogues, c'est qu'il... Enfin, j'espère, si vous avez essayé un peu de drogue, il vous arrête le temps. C'est pas recommandé. Non, je ne vais pas vous recommander, franchement, mais je vous dis ouvertement, parce que moi j'ai essayé moi-même pas mal de ça. Enfin, je suis toujours vivant. Mais vous avez franchement une idée de panique. Vous fumez du shit, comme on dit, de la hashish. Vous avez franchement, au bout d'un moment, soit vous commencez à rire comme un fou, comme un con, ou
soit vous commencez à paniquer parce que vous avez franchement l'impression que le temps a cessé à exister. Le temps ne bouge plus. Ne bouge plus. Vous savez ce que ça veut dire? Et puis bon, il faut que je vous lise ça, parce que j'ai fait un article là-dessus, la drogue et les grands écrivains. Jean Cocteau, vous le connaissez, qui se situe plus ou moins dans la ligne de Baudelaire. Voilà ce qu'il a fait. Tout ce que nous faisons dans notre vie, même quand nous aimons, même quand nous faisons l'amour avec une femme, nous le faisons dans un train rapide, courant à sa mort. Voilà ce qui affligeait Baudelaire. Fumer de l'opium signifie descendre du train. Ça veut dire descendre du train, arrêter le temps. Donc le temps s'arrête. Finalement, demain, je ne serai pas plus vieux, je serai normal, je ne serai plus jeune. Ça, c'est le problème. Ça explique cette décadence totale que nous avons avec la drogue d'aujourd'hui dans le monde occidental. Parce que les gens ont quoi? Peur de la mort. On perd la mort, nous avons... Je vous donne mes jugements de valeur personnels, bien sûr, vous n'êtes pas obligé d'être en accord. Les gens, quand ils perdent le sens du tragique, les gens, quand ils cessent à lire les gens comme Corneille, ils en perdent la mort beaucoup plus que nos ancêtres. Mes grands-pères n'avaient pas peur de la mort. Ils étaient des gens qui avaient des moments de faiblesse, mais qui étaient quand même, il y avait un certain sens, ils avaient une identité, ils avaient le sens du tragique. Par contre, les gens qui perdent le sens du tragique, ils se lancent soit dans une jouissance exemplaire, dans un hédonisme tout à fait grossier et vulgaire. J'ai vu ça, enfin j'ai passé ça moi-même, je vous dis, à ma propre expérience. Ou bien ils se lancent dans la drogue et puis ça c'est terminé. Ils veulent arrêter le temps, mais ça ne s'arrête pas. Je ne vais pas vous faire de la moraline. J'ai connu les gens et les femmes qui se sont lancés dans ces paradis artificiels. Vous voyez à quoi ils ressemblent aujourd'hui. Donc, je dois vous lire encore une fable de mon cher La Fontaine. Je ne vais pas tellement me lancer dans la mort et le mourant, parce que sinon vous allez croire que je suis un homme suicidaire moi-même. Je ne suis pas tellement suicidaire. Vous connaissez La Fontaine, s'il vous plaît, surtout ces fables qui sont pleines d'allégories. Citation. La mort et le mourant de Jean La Fontaine. Voilà. Donc c'est plus ou moins la même époque, les mêmes années, vers la fin du XVIIe siècle. Citation. La mort ne surprend pas point le sage. Vous savez ce que ça veut dire le sage? Ne surprend pas le sage. Il est toujours prêt à partir. S'étant su lui-même avertir du temps où l'on se doit résoudre à ce passage. Est-ce que vous avez compris ce que je voulais dire, ce que La Fontaine a voulu dire? Je répète encore une fois, je ne sais pas si je vous ai donné cette citation, non, je ne pense pas. Mais donc, qu'est-ce que ça veut dire? Un homme, laissons à part maintenant les diplômes et les titres, etc. Les sages, moi-même, personnellement, je vous dis ouvertement de ma vie, enfin, j'ai vécu partout, j'ai rencontré davantage de sages parmi le peuple, en Kletir, comme on dit en Slovène, chez les gens, chez les paysans, en Croatie, ou si vous voulez, aux États-Unis, chez les paysans, que chez tous ces grands intellectuels qui vous font de la moraline, des grands discours sur la droite de l'homme, etc. Le sage, c'est un homme qui est conscient du tragique, voilà. Et qui est également conscient que le temps passe, qu'on est tous égaux une fois quand on est mort. Et il nous dit qu'un sage, il n'a pas peur de la mort. Pourquoi avoir peur de la mort? Il est toujours prêt à partir 7 ans. Donc c'est gérondif. Il a su déjà, il a su s'avertir, il a su se prévenir, on peut dire lui-même, du temps où l'on se doit résoudre un passage. Donc il était déjà bien avant, au préalable, il était prêt à partir. Il savait au début que la vie commence, que la mort commence le jour de la naissance. Donc, de nouveau, je dois répéter, chers amis, avant que je vous pose la question, notre conception, notre notion du temps aujourd'hui, notre notion de la mort est complètement différente de celle de nos parents. Et bien sûr, elle est beaucoup plus différente de nos ancêtres du XVIIe siècle. Les gens avaient un certain concept de l'héroïsme, du sacrifice. Aujourd'hui, quand vous parlez du sacrifice, les gens, vous êtes fous. Et c'était l'époque, c'était les Humères, ce temps-là, mais ils avaient définitivement moins peur de la mort.
Regardez Homère, regardez Achille, regardez Hector, regardez tous ces grands jeunes gens, beaux mecs si vous voulez, mais qui étaient prêts à mourir. Mais aujourd'hui, même quand vous lisez, même quand vous relisez Rodrigue, il va se sacrifier pour l'honneur de sa famille. Mais dites ça à un couple slovène aujourd'hui, en croate aujourd'hui. Ça, c'est pas possible. Parce que nos valeurs aujourd'hui sont différentes. Notre valeur, c'est le problème. Et ça, c'est dont Cioran parle. La dictature de bien-être. Avoir. Pas être, mais avoir. Pas être, mais apparence. On joue avec les apparences. Comme nous dit le gars, La Rochefoucauld. On joue avec les apparences. Et puis, je pense qu'il me laisse encore un peu de temps, parce que combien de... Oui. Est-ce que vous avez, chers amis, franchement, personnellement, ça ne me dérange pas, mais c'est votre professeur qui décide, mais j'aimerais bien que vous soyez à ce dernier cours, à moi, qui traite de Cioran, qui était nihiliste, qui était également un homme un peu controversé, un peu avec son passé, etc. Mais c'était vraiment un nihiliste, mais malgré son nihilisme, il avait un sens ironique. Ce que j'aime personnellement chez Cioran, c'est qu'il écrivait la langue française mieux que les Français de souche. Donc, ce qui est drôle, il n'a jamais accepté la nationalité française, mais il a aujourd'hui le devoir. Vous savez, malheureusement, les idées dominantes. On ne le lisait pas dans les années 60, 70 et 80, mais surtout après sa mort. Juste avant sa mort, elle est devenue, comme on dit, chic dans tout Paris, comme on dit ironiquement. Dans tout Paris, dans le parisianisme. Et maintenant on le cite souvent. Et je dois vous donner une citation de sa part que j'aime bien beaucoup. Et lisez ses ouvrages, c'est vraiment un français impeccable. Ce qu'il dit, la dernière phrase, et puis on peut la commenter un peu. La chute dans le temps, c'est l'ouvrage La chute dans le temps, vous savez ce que ça veut dire, la chute dans le temps. Je ne sais pas si je vous ai donné cette citation, mais vous avez les autres. Je vais le lire quand même. Les autres tombent dans le temps, si vous voulez, dans la vie. Moi-même, je suis moi-même tombé du temps. À l'éternité qui s'érigeait au-dessus de lui, succède cette autre éternité qui se place au-dessus. Zone stérile, où l'on n'éprouve plus qu'un seul désir, réintégrer le temps, rentrer dans le temps, si élevé coûte qui coûte, s'en approprier une parcelle pour s'y installer, pour se donner l'illusion d'un chez-soi. Mais le temps est clos. Mais le temps est hors d'atteinte. Et c'est de l'impossibilité d'y pénétrer qui est faite cette éternité négative, cette mauvaise éternité. Ça, c'est un peu difficile pour saisir, mais je vais juste vous donner quelques idées avant qu'on s'arrête. De Cioran. Bon, il a un nihiliste, un roman qui n'était pas très connu dans le monde parisien. Il avait comme bon ami, c'était Samuel Beckett. Vous connaissez Samuel Beckett, un nihiliste irlandais, mais qui s'est fait francophone. Il avait Henri Michaud, était un bon collègue à lui, un surréaliste, il faut le connaître, Henri Michaud. Il a fait également, à côté de ses aphorismes et maximes, il a fait des bouquins très pessimistes sur l'histoire et l'utopie. C'est un ouvrage, on peut dire presque sociologique, que vous devez également lire. Et il était roumain par naissance. Il a quitté la Roumanie avant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est installé en France. Et ce qui est vraiment remarquable chez lui, et même ses détracteurs, si vous voulez, même ces gens qui n'aiment pas ces écrits très nihilistes, surtout l'Église catholique n'est pas ravie de ses vues trop nihilistes. Mais on lui donne quand même, on admire son style, sa syntaxe également. Et je vous suggère au moins de lire l'ouvrage L'inconvénient d'être né, des petites phrases, des petits aphorismes
où il prend soin de sa syntaxe, de tournure, il n'est pas trop répétitif. Et vraiment, j'aime bien le lire parce que il n'est pas comme... Vous connaissez le terme, ça n'existe pas en français, ça s'appelle Zweckpessimismus. Les Allemands utilisent le terme Zweckpessimismus. Donc c'est ce pessimisme de pacotille, si vous voulez, un pessimisme qui est feigné, qui n'est pas vrai. Mais c'était un pessimiste, mais en même temps c'est un gars qui prenait la vie à l'aise. Il aimait bien rire, il aimait bien boire, mais par rapport à pas mal d'intellectuels parisiens à cette époque-là, dans les années 60, 70, etc., il ne faisait pas de grands projets sur l'amélioration du monde. Il était contre toute idéologie, contre tout dogme, contre toute prophétie. Et bien sûr, il n'avait pas beaucoup d'amis. Il était un vache solitaire, complètement solitaire. Il a même refusé le prix de, je ne sais pas quel prix littéraire, de Girardot, je pense, un prix littéraire, parce qu'il était contre tout prix. Il a dit lui-même, moi je ne vais pas me montrer, je ne vais pas me faire voir, moi je préfère les néants, comme Baudelaire, je préfère les néants à la vie. Voilà. Écoutez, chers amis, maintenant c'est à vous, nous avons encore quelques minutes. Est-ce que vous avez 5 minutes? Nous avons 5 minutes et puis nous avons... Oui, tout à fait, oui. Oui, je vous pose, est-ce que vous avez des questions, quelques questions? Écoutez, un petit détail privé, si vous voulez, bien sûr, vous n'êtes pas obligé, mais comme vous voulez. Si vous voulez me contacter, vous êtes bien entendu, je vous donne mon courriel, et on peut éventuellement, à la rigueur, je peux vous suggérer un bouquin. Parce qu'il y a des gens de France, je reçois pas mal de bouquins que je n'arrive pas à tous lire. Mais si vous avez des suggestions, la critique également, si vous avez un criticisme, n'hésitez pas. Si vous avez quelques projets sérieux, vraiment sérieux, je ne vais pas dire non, au moins je peux vous référer, je peux vous renvoyer à un tel et tel gars. Je connais pas mal de gens qui ont fait leurs études aux États-Unis, etc., ailleurs, en Belgique, j'y ai vécu là-bas. Donc, je ne vous promets rien, mais au moins je vais répondre à votre courriel. Surtout si vous lisez. Et pourquoi pas, je reste à votre service, à votre disposition si vous avez des projets. Surtout les projets qui portent sur la littérature et sur la philosophie. Et surtout, j'aime bien les gens avec l'esprit critique et non conformiste. Les gens qui aiment bien poser des questions. J'aime pas les flatteurs. J'aime bien les gens qui sont critiques, même envers eux-mêmes, vers moi-même. Et je pense que c'est tout. Et puis on va continuer avec la Rochefoucauld. Je pense que c'est déjà... Le conformisme. Le conformisme. À la surface, le plus souvent c'est la paresse. Comment la paresse intellectuelle? Le plus souvent c'est la paresse. Oui, c'est la paresse intellectuelle. Je pense qu'il y a un bouquin par Bermanov, je ne sais pas qui, la paresse intellectuelle. Donc ne sois pas paresseux. Allez-y, lisez. Ça c'est un arsenal formidable, je vous dis. Ça peut vous aider énormément. Donc nous avons maintenant la continuation de la troisième partie, mais vous venez, c'est un cours des auditeurs libres, vous êtes bienvenus, mais c'est pour master. Hein. Tandis que la prochaine fois, nous allons continuer notre travail sur Molière, sur les postulats invisibles, donc à partir du texte de Bergson. Et je me remercie au nom de la faculté, au nom de mes collègues, et j'espère aussi au nom de vous, à l'excellente conférence de Sulic. Bien sûr, chers amis, si vous pouvez, venez à ce troisième cours. Je sais que vous allez partir, boire un coup, voir vos amis, mais si vous voulez, vous êtes toujours bienvenus. Ou bien écrivez-moi tom.sunic@gmail.com et je vous promets, je réponds à vos demandes. Voilà, je pense que c'est ce soir. Non, je fais ça après.